Hello, hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, de nouveau Elodie devant vous ou dans vos oreilles pour ce nouvel épisode du podcast Et voilà l'artiste, podcast qui, je l'espère, est déjà ou deviendra ton podcast préféré. En tout cas, l'endroit où moi, Elodie, fondatrice de l'agence La Boutique Expérience, te propose de rentrer en connexion avec des artistes d'exception, de renom, et où je te donne également des conseils et astuces pour vivre sereinement de ton activité artistique, parce qu'on va pas se mentir, on veut pouvoir vivre de cette activité artistique sans trembler et sans suffoquer. Je reçois aujourd'hui une artiste hors pair, Nefer Didi. C'est une artiste que j'adore et que j'ai rencontrée il y a 3 ans. C'est elle qui a sublimé mon magnifique afro pour mon mariage et vraiment je suis hyper contente de la recevoir aujourd'hui dans le podcast. Didi est coiffeuse, diplômée et experte du cheveu naturel afro depuis 2016 et depuis cette date, elle a su se faire une place de choix dans le milieu francophone de la coiffure. Didi est coiffeuse, diplômée et experte du cheveu afro depuis 2016 et depuis cette date, elle s'est fait une place de choix dans l'univers du cheveu afro-francophone. Avec son éternel afro et son style éclectique, Didi est depuis une dizaine d'années une figure incontournable du monde de la coiffure et de la valorisation du cheveu crépus en France. Son style hybride bouscule joyeusement les codes de l'art capillaire. À travers sa renommée, elle réalise des sculptures, des œuvres artistiques autour du cheveu crépus et naturel, des créations artistiques symboliques liées à la culture africaine et caribéenne, entre photographie, sculpture, art vivant et vestimentaire. Tout ça pour mettre en valeur les cheveux crépus, les cheveux des femmes noires qui, on va pas se mentir, ont été souvent reniés, oubliés ou dénigrés. En tout cas, j'espère que vous allez adorer cet épisode. Elle nous a parlé de son parcours, de son amour du cheveu afro et naturel et bien sûr de ses projets. Restez connectés. Il y a une petite surprise à la fin. Vous allez un peu connaître le pourquoi de cette interview. Restez connectés jusqu'à la fin. Votre servitrice et son invité sont là pour vous divertir et aussi pour vous faire cheminer dans votre réflexion en tant qu'artiste et entrepreneur en devenir. Restez connectés et écoutez ou regardez notre joli minois. Salut, let's go! Bonjour Didi. Bonjour Elodie. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va. Est-ce Un que petit peu fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Ah, ça c'est la meilleure fatigue pour le coup. Exactement. Est-ce que tu te sens bien? Oui, alors je suis bien là Tu ici. es bien installée? Ah oui. Oh là là. Très Moi, bien dans mon petit fauteuil. J'aime beaucoup cette nickel. petite couleur d'ailleurs. Ah. C'est très mignon. Ne parle pas avec, hein? Non, D'accord. non. Je vais te dépouiller, mais pas de, Pas de ça. pas de ça. En tout cas, je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Et voilà l'artiste. Tu es une artiste que je connais depuis maintenant 3 ans. Je vais pas raconter ma vie tout de suite, mais depuis 3 ans, je raconte vite fait. Elle m'a rendu magnifique pour mon mariage, les gars. Bon, peut-être qu'on mettrait une petite photo ou pas, mais je sais pas. Mais en tout cas, tu as rendu cette journée vraiment exceptionnelle et c'est là que j'ai découvert ton art, pour le coup, Wow. sur le cheveu afro. Et du coup, une question que je pose à tous mes invités au début du podcast, c'est qu'est-ce que l'art pour toi, Didi? Alors l'art pour moi, par définition, c'est, en tout cas pour moi, un moyen d'expression. Un moyen qui me permet d'exprimer au départ déjà des choses que je ne savais même pas sur moi-même. Non mais c'est vrai, hein, c'est... Moi l'art, pour moi l'art c'était les gens qui savaient dessiner par exemple. Les gens qui avaient un talent, je sais pas, dans la musique ou ce genre de choses. C'était pas quelque chose qui... je chantais à l'époque, ça... Alors ça c'est une période de ma vie que les gens ne connaissent pas. On en parlera peut-être ou pas. Non mais c'est une période où voilà, moi je chantais, etc. Mais c'était pas considéré pour moi à l'époque, en tout cas dans le contexte de l'art. D'accord, c'était aussi un moyen de pouvoir exprimer ce que je ressentais à l'époque, dans le contexte dans lequel j'étais à l'époque.
Et aujourd'hui, c'est un autre sens pour moi là. Hein. C'est quelque chose qui me permet, puisque je suis artiste, mais artiste capillaire. Donc j'utilise une matière qui est peu commune pour pouvoir s'exprimer. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai moyen de pouvoir exprimer les choses que j'ai envie de voir, les choses qui se passent dans ma tête, les choses avec lesquelles je suis connectée et la personne que je suis aussi entièrement. J'adore cette question. Je dis ça à chaque épisode de podcast, mais chaque artiste en fait a sa vision justement de l'art. Et Oui, bah oui. là où je trouve hyper intéressant ce que tu as dit, c'est que c'est vrai qu'on voit l'art sous l'angle de la peinture, du dessin, de la musique. C'est ce qu'on nous apprend. C'est ce qu'on nous apprend en plus, et en plus, c'est vrai qu'on nous ouvre pas à d'autres formes d'art. Et le fait que comme tu le dis, que tu es pour matière, une matière vivante au final, qui est le cheveu, fait de ton art quelque chose déjà dont on ne parle pas assez, selon moi. Et surtout que tu es spécialisé dans le cheveu afro, on en parle encore moins que le cheveu dit conventionnel. Exact. Et du coup, c'est vrai que l'art capillaire, c'est pour ça que tu es là aussi, pour que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent sachent que cette partie de l'art, au final, est tout aussi importante. Donc, mais du coup, dis-nous en plus sur toi, en tant qu'afro hair artist. Oui. Oh, attention, le mot est lâché. Mais surtout en tant qu'artiste et entrepreneur. Alors, déjà, moi, tout le monde m'appelle Didi. D'accord, c'est pas du tout le prénom. Bon, je sais que ma mère va sauter quand elle va entendre. Je m'appelle Didi. Tout le monde m'appelle Didi. Non, j'ai dit tout le monde m'appelle Didi. Mais effectivement, c'est pas du tout le prénom que ma maman m'a donné. Et d'ailleurs, c'est encore la seule à m'appeler comme ça aujourd'hui. C'est vrai. Elle m'appelle Leslie, c'est le prénom qu'elle m'a donné. Elle est mon papa. Et Didi, pourquoi? Alors, c'est une longue histoire que j'aurais pas le temps de raconter aujourd'hui. Mais c'est mon prénom de coiffeuse. D'accord. Et c'est le prénom avec lequel tout le monde me reconnaît, tout le monde reconnaît qui je suis dans le milieu dans lequel j'évolue. Je suis coiffeuse, effectivement, spécialisée sur les textures afro, sur les textures crépues, bouclées, frisées. C'est un positionnement, c'est un choix. Parce que je coiffe toutes les textures, en fait, à vrai dire. Ça, tout le monde ne le sait pas non plus. Mais c'est un positionnement parce que je me suis rendu compte à l'époque où je voulais devenir coiffeuse qu'il n'y avait pas beaucoup de coiffeurs qui géraient, ne serait-ce que ma texture déjà. Ouais. Quand j'ai décidé de passer au naturel, je n'ai trouvé aucun spécialiste et aucun coiffeur qui faisait ce que je faisais. Et qui n'allait pas malmener tes cheveux. Voilà. Accessoirement. Accessoirement. Et moi, quand j'ai voulu... je coiffais déjà. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, la coiffure, depuis très jeune. J'ai 2 de mes tantes qui sont les sœurs de mes grands-mères qui coiffaient. Je traînais tout le temps dans leur salon quand j'étais petite, déjà pour aller me coiffer, voilà. J'ai un cousin à moi qui est dans la coiffure, donc de ces 2 familles, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours mis la main dans les cheveux de mes amis, de mes cousines. Le dimanche, c'était quand elles étaient à la maison, le rendez-vous tresse. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, où on a appris à coiffer sur les têtes de nos cousines, de nos sœurs, etc. Complètement. Et à l'époque où moi j'ai décidé de faire mon big shop et revenir au naturel, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé, moi, quelqu'un pour s'occuper de moi. Donc je me suis dit, je vais le faire en fait. Et le déclic ne s'est pas fait aussi naturellement. Ça a été un processus, ça a été un long parcours pour déjà accepter que j'étais capable de faire ça, que je pouvais prétendre à faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce métier-là. Et c'était sans savoir en fait toutes les portes qui allaient s'ouvrir et toutes les casquettes que j'allais mettre. Tout à fait, on va en parler. Voilà, donc je suis coiffeuse spécialisée pour ce choix-là, pour plein d'autres raisons aussi dont on va peut-être aborder aujourd'hui. Et honnêtement, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de moi? Je suis quelqu'un de passionné. Je ne m'investis rarement dans quelque chose qui ne fait pas battre mon cœur. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel, trop et pas assez parfois. Est-ce qu'on l'est trop? Je sais pas. Si pour certaines personnes, être émotionnel, c'est pas une qualité. Des fois, pour moi, c'est ma force d'être quelqu'un comme ça. Et des fois, ça peut me jouer des tours, surtout quand c'est des choses que je ne maîtrise pas. J'apprends en fait à vivre avec ça au quotidien. À naviguer avec tes émotions. Et des fois, ça fait de moi quelqu'un de très puissant et parfois quelqu'un de très vulnérable. Ok. Voilà. Mais je vais revenir justement sur ton histoire familiale parce que je trouve hyper intéressant que dans nos communautés, justement, tu es comme moi martiniquaise et puis je pense que ça parlera
à beaucoup d'afro-descendants ou d'Africains qui nous regardent. Parce que je vois les stats, hein, vous êtes un peu partout, ça me fait plaisir. Excusez-moi, petit aparté. Mais c'est vrai que ton cheminement pour devenir Didi, et ce que j'adore, c'est ton blaze, entre guillemets, Nefer Didi, qui fait... qui a une consonance et un lien fort avec, du coup, le continent africain. Moi, je voulais savoir comment tu t'es connue et reconnue en tant que Nefer Didi. Waouh! T'as du temps? Oui, j'ai du temps. Nous avons 2 heures. C'est parti. C'est parti. Alors, comment les choses se sont passées? Déjà, tout a commencé, comme je t'en parlais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai fait mon Big Shop. Pour ceux qui ne le savent pas, le Big Shop, c'est raser toute la partie qui a été modifiée de ses cheveux pour revenir à l'état de notre texture naturelle. Donc, quand j'ai commencé à raser ma tête, à l'époque, je commençais déjà à me poser des questions, à avoir des questionnements. Certaines personnes autour de moi avaient aussi des questionnements auxquels je n'arrivais pas à adhérer. Je n'entendais pas ce que les gens me disaient pour moi parce que j'avais un positionnement qui était ce qu'il était à l'époque. Et pour parler avec ces personnes-là, notamment des personnes de ma famille comme mon petit frère, ma petite sœur, on me parlait de certains sujets que j'ignorais, justement sur le panafricanisme, sur l'histoire de l'Afrique, et je disais, mais je pouvais pas parler de ces sujets-là puisque je ne savais pas de quoi je parlais. Et pouvoir me mettre au niveau, parce que moi je ne parle pas avec des gens si j'ignore certains sujets. Je ne peux pas parler avec des gens qui connaissent un sujet et puis moi je ne connais pas et je vais venir leur dire quoi que ce soit. Donc ça me paraît pas logique, enfin depuis en tout cas. Et j'ai décidé en fait de me documenter sur mon histoire déjà en tant que telle, parce que quand j'ai rasé ma tête et que j'ai vu la personne qui était en face de moi dans le miroir, je ne la connaissais pas. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon histoire en tant que Martiniquaise. J'entendais dire à l'époque que j'étais afrodescendante. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est une éducation que je n'ai pas eue, que je n'ai pas reçue, un enseignement et des informations qui n'étaient pas à ma disposition quand j'étais... qui étaient à ma disposition, mais que j'ignorais en tout cas quand j'étais plus jeune. Donc tout ce déclic-là est arrivé en même temps. C'était en 2012 quand j'ai rasé ma tête. Je commençais à me documenter sur l'histoire. Je commençais à savoir, à essayer de connaître mon histoire en tant que Martiniquaise, l'histoire de la Martinique, l'histoire, quel est le lien la Martinique, l'Afrique et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis surtout, il y avait aussi ce besoin d'émancipation. Je suis là pourquoi? Est-ce que je peux pas en se renseigner? En fait, pour moi, je dis bien pour moi et ça n'engage que moi ce que je dis. Quand on commence à se renseigner sur son histoire, sur l'histoire de sa communauté, pour moi, le déclic a été je veux contribuer à participer, à apporter ma pierre à l'édifice et faire quelque chose pour ma communauté. Parce que pour moi, l'histoire résonne dans ce sens-là. Pas possible de découvrir tout ce que j'ai découvert, en tout cas tout ce qu'il y a concernant notre histoire, sans vouloir faire partie à part entière de ça. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on fait partie de ça. Ouais, tout à fait. Par contre, j'ai eu ce besoin et cette envie de vouloir marquer mon temps en me disant j'ai des compétences, j'ai des choses que je sais faire et en plus qui me passionnent, pourquoi ne pas le mettre au service de la communauté? Et c'est ça en fait qui a fait que je suis devenue coiffeuse. Je me suis dit mais waouh, je peux faire ça? On m'avait pas dit ça en fait à l'époque. En fait, je me suis dit ça dans ma tête que je voulais faire ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont convaincue que c'était possible. D'accord. Parce que au-delà de vouloir faire quelque chose, il y a un chemin entre j'ai envie de faire ça, je vais le faire et je le fais. Et c'est ce qui fait que j'ai commencé à réaliser ça. Je me suis dit, je me suis mis d'abord beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de freins. Voilà, de freins, parce que je n'étais pas consciente de mon potentiel, je ne savais pas ce que j'étais capable de pouvoir réaliser. Et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai mis beaucoup de temps et je trouve que je suis d'ailleurs un petit peu en retard par rapport au projet que je veux vraiment voir se réaliser, mais en même temps je respecte les cheminement, les cycles dans lesquels je me suis inscrite et je suis contente de voir où j'en suis, d'être auto-entrepreneur, de faire un métier qui me passionne. C'est un petit peu comme ça, en tout cas le déclic a commencé comme ça, c'est en me posant des questions sur mon identité, celle que je voulais devenir et celle vers qui je vais jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et bien c'est celle-là, c'est Didi, afro-caribéenne, africaine, coiffeuse, spécialisée sur les textures afro, crépus, bouclés et frisés. Franchement,
Je suis bouche J'ai fait bée. un gros effort pour résumer. Non, franchement, c'est très bien résumé. De toute façon, vous nous direz en commentaire si vous avez des questions. Et on mettra de toute façon tous les contacts de Didier en commentaire. Mais c'est vrai que ce que tu dis résonne d'autant plus. En moi qui, pareil, ai fait un big shop il y a maintenant 3 ans, 3-4 ans. Je suis quand même restée très longtemps les cheveux défrisés. Et c'est vrai que quand tu te vois dans la glace, tu te dis, mais c'est qui Misaki Munta? Mais qui est cette personne en fait? Dingue, hein. Et ça tombait. Moi, j'avais déjà commencé ce questionnement surtout que ma famille est très reliée à ses racines, à l'histoire de la Martinique et le lien avec l'Afrique, je le connaissais déjà. Mais c'est vrai que qu'en me regardant dans la glace, tu vois, tout ce que je savais n'était pas transposé visuellement en fait, puisque je tirais la bête, c'était n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un cheminement, mais... puisqu'on a quand même été assez conditionnés au fait que nos cheveux ne sont pas professionnels, nos cheveux ne sont pas la norme en fait. Et c'est vrai que cette déconstruction, elle peut être longue, elle est difficile, notamment quand on est une femme noire. Et le seul fait d'assumer ça, c'est quelque chose d'hyper important pour soi, mais comme tu l'as dit également pour la communauté. Parce que plus on verra des personnes comme nous, et plus il y aura aussi des personnes comme toi qui aideront les autres à s'assumer au travers de leur texture capillaire. Enfin, on va conquérir le monde, quoi. Voilà, c'est tout. Surtout que la coiffure, on l'a dit au début, c'est pas vu comme un art. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile à entendre, surtout quand on voit ce qu'on peut faire avec notre texture, en fait. C'est sûr que quand tu as les cheveux raides, tu peux pas arranger, tu peux sublimer le cheveu avec toutes les textures, mais avec la nôtre, désolé hein, si y a des blancs et des blanches qui nous regardent, mais les gars, on se connaît, vous ne pouvez pas tout faire, on peut faire un maximum de choses. Et c'est vrai que la réappropriation du cheveu afro, on se soucie pas en fait suffisamment de la façon dont on doit le coiffer dans les apprentissages en fait capillaires, coiffure, etc. Coiffure esthétique. Et à titre personnel en fait, je voulais savoir aussi, tu l'as un peu dit, mais comment en fait après le Big Shop, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as retouché en fait cette matière? Et du coup, comment ça t'a permis de continuer à tracer ta voix, VOIE pour le coup, et à continuer à amplifier ta voix, VOIX? Waouh! Alors, comme je t'expliquais, quand j'ai rasé ma tête, on va pas se mentir, d'accord? Moi, je suis quelqu'un de très radical dans mes choix. Quand je prends des décisions, c'est assez brutal. Non, parce que je prends beaucoup le temps de la réflexion et j'y pense depuis très longtemps. Je posais des questions à ma maman. Je dis, maman, tu te souviens de mes cheveux naturels? Elle me dit, je pourrais te montrer des photos quand tu étais petite et tout. Et je regardais les photos, je me disais, mais je ne connais pas ce cheveu. Je n'en ai pas le souvenir. Parce que je me suis défrisée très tôt. Mon premier défrisage à chaud, ça devait être vers 8 ans. Ah ouais, c'est trop. Et mon premier défrisage à froid, c'était à 13 ans. Donc après, ma mère, elle m'a beaucoup encouragée à apprendre à m'occuper de mes cheveux toute seule. Parce que quand j'étais petite, j'en avais beaucoup. Je faisais même des concours de longueur, épaisseur avec mes cousines dans la famille. Celle qui a le plus, celle qui a le plus long, celle qui a le plus ample. Enfin, bon, voilà. Donc, très tôt, ma mère m'a dit, par contre... voilà la brosse, voilà le peigne. Il va falloir te débrouiller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau du démêlage, il va falloir que tu apprennes rapidement. Donc, j'ai pris... C'est comme ça, en fait, que j'ai appris et que j'ai commencé à aimer le cheveu. C'est parce que j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux moi-même, en fait. Et je faisais la même chose pour mes cousines. Je démêlais, je faisais des nattes. Bref, c'est comme ça, en fait, quand j'ai fait mon Big Shop, que j'ai redécouvert cette texture. Chaque centimètre, parce que j'ai quand même pris la tondeuse, je devais avoir un sabot de 1 ou 0,5. Tu l'as fait seule en plus? Ah oui, j'étais à la maison, je suis rentrée un soir, ma soeur était là, je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai fait, bon, j'en ai marre, j'en peux plus, en fait, d'être entre deux textures, parce que j'avais fait une transition, ce qu'on appelait une transition à l'époque, c'est-à-dire que j'ai laissé pousser mes cheveux naturels, mais j'avais mes queues de rat, là, comme au cas du bocaï de chivé fil mango, mes cheveux défrisés étaient par-dessus cette matière qui poussait, et c'était ingérable.
Et moi, j'étais pas dans une transition où je me suis dit que j'allais faire une transition d'1 an, 2 ans. J'entends des gens qui font des transitions de 3 ans. Ah ouais, non, moi, ça a été très, très rapide et très radical. Donc, j'ai rasé la partie, en fait, qui ne m'intéressait plus. Puisque je ne m'en occupais plus de toute façon et ça allait finir par tomber à terme. Donc, j'ai enlevé ça. Ouais, ça allait se casser. Hein. Et c'est là, en fait, que le premier coup de tondeuse, quand on a tout fini, on se regarde dans le miroir, on fait bon, ok. Faut continuer. Voilà, il faut continuer. On va jusqu'au bout. Et après, on se rappelle que le lendemain, à l'époque, j'étais assistante manager. Il faut aller au travail. Ouais. Qu'on a des réunions auxquelles il faut qu'on assiste et que les gens ne vont pas forcément comprendre parce que tu ne les as pas préparées et toi-même tu n'étais pas encore prête à faire ça, d'accord? Donc bon, on va dormir, le lendemain on se réveille, bon on est en accord avec ça, on a quand même fait un travail, un process en se disant bon c'est ce que tu voulais, ok on l'a fait, c'est un investissement, t'inquiète pas, on se rassure, ça va bien se passer, on reste quand même un petit moment dans le miroir, essayer de se convaincre. Tu es ma go. Voilà. Ça va aller, c'est un investissement. Souviens-toi que tu as un objectif, d'accord? Bon, le lendemain, on se réveille et là, on regarde dans le miroir et là, on trouve qu'on ressemble à son grand frère. Non, c'était un choc. On rigole. Mais j'avais oublié, moi, pendant la nuit que j'avais fait ça. Tu as non, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la nuit, dans nos têtes. Donc, le lendemain, je me réveille, en effet. Ah là, il faut aller au travail. Donc là, pareil, on recommence ce discours de bienveillance où on se dit, bon, ça va aller, tu vas aller au travail, les gens n'ont pas compris, mais c'est pas un choix pour les gens, donc prépare-toi. Et c'est là que le game commence. Donc là, je me suis maquillée, j'ai pris les plus grosses boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez moi, des grandes créoles, je m'en souviens à l'époque. C'est là que j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres rouge, parce que je ne mettais pas de rouge à lèvres à l'époque, en tout cas pas aussi voyant. Et je me suis dit, bon, alors jusqu'ici, ta féminité, c'était tes cheveux, la façon dont tu te maquillais, donc il va falloir faire autrement. Tout de suite, en fait, j'ai eu les automatismes de me dire, essaie de développer autre part, en fait, ta féminité, parce que c'est pas que tes cheveux, en fait. Ouais, tout à fait. Et honnêtement, après le make-up, le ravalement de façade, les boucles d'oreilles, les accessoires et tout, je me suis dit, ah ouais, on tient quelque chose. Donc, je suis allée au bureau avec une assurance. Vraiment, je me suis dit, ouais, voilà. Donc, bon, cette assurance a vite été un petit peu ébranlée, je ne vais pas dire cassée par les commentaires et les remarques un peu déplacées de certaines personnes qui ignorent, qui ne savent pas, qui ne connaissaient pas le process dans lequel j'étais. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a... Chaque centimètre, en fait, qui poussait, quand je regardais tous les jours dans le miroir, je me disais, waouh, j'allais parler créole, mais je le dis, franchement, je disais, par contre, c'est qui cette fille-là? Et tous les jours, je me découvrais. Je me redécouvrais, en fait. Ouais, en vrai. Et j'aimais la personne que je voyais dans le miroir. Et j'avais envie de protéger cette personne-là en me disant, mais voilà, tu as fait un choix, tu es derrière ce que tu fais. Et puis, moi, je suis quelqu'un, bon, j'aime beaucoup le style. Donc, toutes les étapes, chaque centimètre qui poussait, c'était l'appropriation d'un nouveau style. Ok. Que je voulais faire évoluer parce que je savais très bien vers quel objectif j'allais, c'est cet objectif-là, les cheveux courts, alors que tout le monde courait après l'afro. Ouais, après la longueur. Alors que j'étais pas du tout dans ça. Moi, les cheveux courts, c'est vraiment mon truc. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai coupé ma première coupe, c'est vraiment mon truc. J'ai toujours coupé jusqu'à dégrader comme c'est là. Et je savais où j'allais. Donc, comme ça a commencé un petit peu à pousser, j'avais un petit afro, donc je vivais ça très bien. Et quand ça a commencé à pousser, j'ai commencé à raser sur les côtés. Donc, je savais quel était mon objectif. Je ne m'inquiétais pas. Contrairement aux personnes autour de moi, ma famille, les gens étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas dit qu'elle voulait retrouver sa nature. Là, elle coupe ses cheveux sur le côté. Qu'est-ce qui casse en poule? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, si. Ah oui, non, j'ai eu toute espèce de commentaires. Bref. En mode de... La crête, c'était pas... Voilà, à l'époque, cette coupe n'était pas du tout tendance. On est en 2010, 2011. Personne n'a les cheveux courts. Personne ne se rase, dégrade sur le côté. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, les gens n'ont pas trop compris. J'ai été jusqu'à me colorer les cheveux en rouge. Donc là, on était dans le mode poule, vraiment, tu vois. Les gens n'étaient pas prêts non plus à ce que je fasse ça. Et quand je l'ai fait, moi, c'était pour me retrouver et être alignée avec la personne que je voyais dans le miroir et celle que j'avais envie d'être, en fait. Tout à fait. Et moi, ça m'allait très bien, en fait, comme ça. Et j'ai appris avec le temps à remettre aux gens
toutes ces personnes qui me faisaient des commentaires désobligeants, maladroits ou non, à leur redonner en fait leur négativité parce que ça ne me concernait pas. J'étais très alignée avec celle que je voulais être jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était important d'être en accord. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je fais un choix, c'est tranché et je sais ce que je fais, je sais où je veux aller et je me donne les moyens d'y aller. Ouais, tout à fait. Alors, je ne vais pas mentir, il y a des fois où j'étais pas sûre de moi. Bien sûr, il y a des fois où je me suis dit, qui m'a envoyé en fait. et honnêtement, j'ai tout de suite eu cet automatisme de me dire, si tu sais qui t'a envoyé, tu sais où tu vas, vas-y en fait. Et ça a fait en sorte que je me familiarise justement et que je sois en accord et alignée avec cette personne que tu vois encore aujourd'hui devant toi. Ah bah super. C'est ce qui fait en fait que à chaque moment, et puis à côté de ça, il y avait aussi toute cette partie de conscientisation sur la personne que je voulais être. C'était pas uniquement physique. C'était la personne que je veux être et je veux juste être en fait celle que j'ai envie d'être, tout simplement. Tout simplement. Et à côté de ça, il y avait, comme je te disais, toute cette partie de conscientisation, tout ce que je lisais par rapport à mon histoire, de ce que mes anciens avant moi avaient vécu. Et je m'imprégnais de ça pour pouvoir me positionner. C'était un statement. C'était, pour moi, ça va être ça et vous allez faire avec en fait. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voir avec les anciens qui me poussent en fait derrière à être celle que j'ai envie d'être. Ouais, c'est ça. Ce rapport en fait à l'ancestralité, on va le dire, on va dire les choses clairement. Le mot est lâché. Voilà. Ceux qui n'étaient pas convaincus, vous continuez quand même. Hein, il faut quand même que l'ignorance disparaisse. J'adore. Et ceux qui étaient avec nous, bon ben, on continue. Non mais ce besoin en fait, cette connexion en fait que j'ai commencé à avoir avec ce que je lisais, de ce que mes anciens avaient fait avant moi, pour que moi je sois là aujourd'hui, ça a commencé à remplir ma tête, mon cœur, mon intelligence, mes émotions. Et tout ça, c'est pas possible de ne pas faire en sorte de rester connecté en fait avec tout ça. Et c'est ce besoin en fait d'équilibre, ce besoin d'alignement qui fait que je me suis dit voilà, je ne sais pas où elle va, mais elle y va. Mais en tout cas elle est là et il va falloir faire avec elle maintenant. C'est à moi surtout que je disais ça. Et j'essayais de faire en sorte que ceux qui étaient autour de moi et qui me faisaient tous leurs commentaires parce qu'ils ne comprenaient pas ce positionnement justement, qu'ils l'entendent et qu'ils l'acceptent et qu'ils fassent avec. Et puis qu'ils essayent de le comprendre aussi, tu vois, parce que quand tu es dans cette phase justement d'introspection, de réalignement, etc., c'est toujours compliqué d'avoir un discours pour soi et un discours pour les autres, en fait. Donc, c'est déjà pas facile pour soi. Ouais, tout à fait. Et d'avoir à l'expliquer aux autres. Et franchement, là, je tiens quand même à le dire parce que j'ai eu des personnes tellement bienveillantes autour de moi qui ne comprenaient pas, à qui je ne pouvais pas expliquer, qui sont restées à côté. Il y en a qui ont disparu. Je ne sais pour quelle raison, mais il y a des gens qui sont restés, qui ne comprenaient pas forcément, les personnes de ma famille notamment. Et moi j'ai appris une chose fondamentale, c'est que c'est pas parce qu'on ne se comprend pas, c'est pas parce que on n'est pas forcément d'accord qu'on doit arrêter de s'aimer. Et ça, il y a des gens qui ont compris ça et ça m'a tellement touchée. C'est des gens qui sont restés dans ma vie et avec qui je continue de cheminer, des gens avec qui on n'a pas forcément on partage pas forcément les mêmes valeurs, mais qui comprennent et qui acceptent. Et moi, c'est tout ce que je demande en fait. Et encore, je demande rien de particulier, mais comme ça me va bien. En tout cas, que tu demandes, comme tu l'as dit, qu'on te laisse être toi, tu vois. Exactement. Parce que être toi suffit et en fait... mais en fait, on n'a même pas besoin de validation en fait, en vrai. Je demande, jusqu'à maintenant, j'ai jamais demandé de validation. Ouais. Après, bien évidemment, on va pas se mentir, on a toujours besoin de cet accord, en fait, ce besoin que les gens qui sont autour de toi comprennent et acceptent. Mais s'ils n'acceptent pas, s'ils ne comprennent pas, on va pas passer toute sa vie à être malheureux, en fait. Donc, à un moment donné, le but, c'est de ne pas demander... C'est quand même grave de demander une validation d'être. Très. Tu vois ce que je veux dire? Très, ouais. C'est compliqué de demander aux gens de nous... On n'a pas à valider un être humain. C'est bon. Les gens ont le droit d'être comme ils sont, comme ceux qu'ils ont envie d'être. Que tu partages ou non les valeurs de la personne, mais ne reste pas à côté de la personne, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Éloigne-toi, mais laisse la personne évoluer, quoi. Tu peux rester là... Si tu n'es pas d'accord avec ce que la personne dit en disant tous les jours... Moi, je ne comprends pas pourquoi tes cheveux sont rouges, pourquoi... Ah ouais, non, j'avoue... Celles qui nous regardent, personne, quand je dis celles, c'est personne, qui vous êtes éloigné de Didi, restez où vous êtes. Voilà. Donc, la suite.
J'adore. Mais en tout cas, c'est un discours hyper important ce que tu viens de dire parce que tu t'es auto-coaché et ça a été un cheminement, un process comme tu l'as dit. Et je reviens du coup sur la façon dont tu te définis. Tu sais, tu coiffes, mais tu es surtout pour moi en tout cas une styliste capillaire parce que moi mes cheveux n'ont jamais été aussi sublimes que quand je sors de chez Didi. Écoutez, voilà, c'est dit, c'est lâché. Waouh, merci. Mais tu es styliste, tu coaches aussi. Ouais. Et d'une certaine façon, tu guéris en fait les femmes parce que cette réappropriation, quand on est seul, franchement c'est dur, c'est vraiment difficile. Et du coup, tu nous as parlé de cette reconnexion avec ton histoire, avec l'Afrique. Comment du coup tu utilises ces connaissances, notamment dans tes coachings, tu vois? Alors, j'aime à dire, et je l'ai répété encore cette semaine, que les personnes qui passent ma porte, c'est jamais des personnes par hasard. On est d'accord. Jamais. Et je pense que les personnes qui passent ma porte, c'est des personnes qui viennent chercher ce dont tu parlais tout à l'heure. La raison pour laquelle j'ai décidé, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je vais être coiffeuse, je vais coiffer. Bon, j'adore le style, j'aime ça. Donc, pour moi, c'est important que ma cliente ressorte de chez moi en ayant le style qui lui correspond. On n'est pas là pour inventer des choses. Souvent on me pose la question, je fais une petite parenthèse à savoir, oui, est-ce que tu es visagiste, tout ça? Alors je réponds souvent non, ça choque les gens. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ce que tu as décidé de faire avec ta personne, si tu l'assumes, tout va bien. Donc je ne serai pas le type de coiffeuse qui va te dire « Ah oui, mais par rapport à la forme de ton visage, ton nez, par rapport à tes yeux... » D'autant plus que ces critères n'ont pas été créés sur nos visages. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Donc pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire « Oui, mais par rapport à la forme de ton nez, je ne te conseille pas de faire cette coupe-là parce que... » ça va être moyen. Non, si tu as envie de faire cette coupe-là et que tu l'assumes, que tu te sens bien, c'est toi qui imposes qui tu es aux autres. Ce ne sont pas les autres qui vont venir te dire en fonction de codes qui ne nous appartiennent pas, ah, ça ne te va pas. Je ne te conseille pas. Je ne suis pas ce type de coiffeuse-là. Je suis le type de coiffeuse où je vais t'encourager à être celle que tu as envie d'être. Et d'ailleurs, quand tu vas passer ma porte, je vais te voir. Je sais pas, j'ai peut-être un filtre dans mes yeux. Mais quand ma cliente arrive, je vois la personne qui a envie de sortir. La personne qui a envie d'être, en fait, puisque c'est de ça dont on est en train de parler. Ouais. Et je travaille jusqu'à ce que cette personne-là se voie. Pour moi, il y a un moment où il y a un déclic. Où quand j'ai fini de travailler, ou même pendant des fois, le regard de la personne change parce qu'elle commence à se voir. C'est ça qui m'intéresse. L'histoire de visagiste, là, vos coupes, ceci, c'est pas... Moi, je suis pas dans ça. D'accord? Donc pour moi, c'est important d'accompagner parce que c'est un process, c'est un cheminement. D'accompagner parce que je n'ai pas eu ce cheminement-là, moi, quand j'ai commencé. Comme tu disais tout à l'heure, je me suis auto-coachée, j'ai dû faire ça toute seule, à me répéter des mantras pratiquement tous les jours, à me dire, mais non, Didi, t'inquiète, maman, même si tu n'es pas encore arrivé à ton objectif, tu sais où tu vas et en attendant, ça, il faut accepter ça, que tu vois là, avec lequel tu n'es pas forcément super à l'aise, mais c'est un investissement. C'est un investissement, vois ça comme un investissement et, la preuve, est-ce que je suis pas arrivée à mon but? Non, tout à fait. Non, mais c'est clair, non, mais c'est clair. Honnêtement, je crois que dans tous les cycles de vie que j'ai passés, celui-ci, se sentir aligné avec soi, il n'y a pas meilleur sentiment. Être à l'aise avec la personne avec qui on est physiquement, intérieurement, spirituellement, dans tous les domaines, professionnellement. Enfin, et moi, j'ai envie d'accompagner les sœurs qui viennent me voir, parce que moi, ce sont des sœurs, tu vois le rapport. C'est pas des femmes qui viennent me voir juste, c'est des sœurs. Donc, j'ai envie de les accompagner vers ça. Quand elles ne savent pas toutes les capacités, tout ce qu'elles peuvent faire avec leurs cheveux, mon job, c'est de t'accompagner, de te montrer, de te dire, regarde, tout ce que tu es capable, tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu pensais ne pas pouvoir assumer, regarde. Regarde. Et c'est de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu et découvert dans l'histoire. Parce que... comme j'aime à dire, et je répète ça parce qu'il faut que tout le monde entende ça, aucune femme noire ne s'est levée un matin avant la colonisation en se disant non, ma tête là, mes cheveux, je sais pas, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mes cheveux sont trop durs, non, franchement ça va pas. Au contraire, moi quand j'ai découvert toutes les archives des coiffures ancestrales que nos anciennes faisaient, comment elles se débrouillaient et pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est sûr. Tout ce qu'elles étaient capables de faire, je me suis dit, mais pourquoi on pleure là en fait? À quel moment en fait
Nous, alors, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on est là en train de se dire, ah oui, mais ça me va pas, mais non, mais mes cheveux sont trop durs. Non, non, on n'a pas le droit de parler comme ça. Parce qu'on a un héritage ancestral qui est, mais incommensurable. C'est incroyable, en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'a giflé, en fait, quand j'ai vu toutes ces coiffures-là, quand j'ai vu la capacité qu'on avait, en fait, en termes de manipulation du cheveu, de structure, de tout ce qu'on pouvait faire. Moi, je l'ai découvert déjà avec mes propres cheveux, et puis j'ai commencé à travailler aussi le cheveu afro, le cheveu crépus, le cheveu bouclé. Je me suis dit, mais attends, mais on peut faire tout ça de choses, mais les gens sont au courant, les gens sont au courant. Et qui n'est pas au courant? Alors moi, je vais travailler dans ce sens-là. Et je vais accompagner toutes les sœurs qui ont des idées qui sont complètement déconstruites, qui sont pas au bon endroit, en fait. Je me suis dit, je vais accompagner les sœurs pour qu'elles sachent qu'il y a un process qu'il faut respecter. Déjà, ouais. D'accord. Après tout ce qu'on a vécu, et surtout, on a chacune une histoire particulière avec nos cheveux. Il faut respecter ça. On peut pas passer du tout au tout. Donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire. Et dans mes coachings, pour répondre à ta question, parce que je... dans mes coachings, c'est ce que je fais. J'accompagne mes clientes à savoir... comment prendre soin de leurs cheveux, pourquoi elles en sont là aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 thématiques qui sont importantes. Elles viennent avec leurs problématiques, les raisons pour lesquelles elles n'y arrivent pas, et leurs objectifs. Donc on répond aux 2, la problématique et les objectifs. Okay. Mais avant de se pencher sur l'objectif, on fait un état des lieux, un petit entretien pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc moi je leur laisse la parole, je leur demande, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là aujourd'hui? Expliquez-moi comment on en est arrivé à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je passe plus de temps sur cette partie-là. Parce qu'une fois qu'on a développé ça, on a identifié ce qui ne va pas. Après, les solutions, ça va vite. Hein. Parce que maintenant, on peut dire ça, on a des solutions. Il y a énormément de marques qui font des choses incroyables, qui ont développé des produits incroyables. On a du matériel, des accessoires. Ça, c'est très accessible. Par contre, le travail qu'il y a à faire à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. C'est clair. Très peu de personnes en parlent et très peu de personnes s'engagent. Voilà. Surtout à accompagner les sœurs, comme tu dis, à suivre ce chemin-là. En fait, donc pour moi, ce qui est important, c'est ça. C'est mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, parce que je me mets un petit peu à leur place aussi. Je me dis, waouh. Et effectivement, quand on ne sait pas, quand on ne voit pas comment, on n'a pas les outils, on n'a pas la bonne méthode, ça paraît être une montagne. Ah bah c'est sûr, Voilà, donc pour moi, déconstruire ça, déconstruire les mauvaises pensées ou les mauvais schémas avec lesquels on vit depuis un certain temps, et puis passer à autre chose. Donc ça s'est nourri de mon expérience personnelle, ça s'est nourri de ce que j'ai découvert de mon histoire, de notre histoire de manière générale, et de l'histoire des sœurs qui viennent me voir. Ouais. Merci Didi, c'est très complet. On te suivait, t'inquiète pas. En tout cas, moi je suivais, hein, je sais pas pour vous. Non mais des fois j'ai c'est ça. Et du coup, je voulais revenir sur ta capacité justement à créer ces magnifiques sculptures capillaires. Parce que moi je te suis comme je l'ai dit depuis 3 ans. Les shootings, les sculptures capillaires que tu as fait, les projets artistiques également que tu as fait, comme le défilé Magic Cory à la dernière Natural Hair Academy. Si vous n'avez pas vu, de toute façon, allez sur son Instagram, elle a mis des photos et une belle vidéo du sujet, ou même les shootings, notamment le shooting en Martinique que tu as fait avec ta muse. Du coup, avec Ismaili, si tu nous vois, on est ensemble, on t'adore. Tu nous manques. Tu nous manques, exactement. Et c'est vrai que cet art capillaire, du coup, je sais pas comment tu fais pour arriver justement à partir du cheveu pour arriver à un tel résultat. Et je voulais te demander, du coup, comment te viennent certaines idées, en fait, tu vois. Alors, comment me viennent certaines idées, c'est le processus de création, l'inspiration. Généralement, la première, la source pour moi, c'est le continent, mes ancêtres et ce qui passe dans ma tête. Souvent, j'ai envie d'aborder certains thèmes et c'est en fonction souvent de ce que je vis spirituellement. Notamment, le shooting que j'ai fait avec Ismaili sur le 3e œil. C'est un œil en fait que j'avais posé, pour ceux qui ne savaient pas et qui n'ont pas vu, je précise. C'était un œil que j'avais posé sur sa tête. Et pour moi, c'était à l'époque où justement cet œil commençait à s'ouvrir. Le 3e œil, c'est le symbole justement de l'œil qui s'ouvre, où tu commences à comprendre certaines choses, où tu te désaliènes de certaines façons de penser, de certains concepts, de certaines choses que tu ne savais pas sur toi, ton histoire, etc. Donc je me suis dit,
je vais faire ça. Au début, hein, mon but, comme pour plein de choses, au début, je voulais faire une espèce de Madone où je me suis dit, ah tiens, je vais faire ce projet-là parce qu'on n'en a jamais vu des noirs. Et mes ancêtres sont très particuliers. C'est-à-dire qu'ils se révèlent d'une façon et après d'une autre. Enfin, c'est assez particulier. Ils m'ont dit, mais Madone quoi? C'est quoi ça? Il y a ça dans ton paradigme, il y a ça dans ton histoire. De quoi tu parles? Tu vas faire quelque chose qui te correspond et tu vas... Et en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais effectivement, alors c'est pas mon paradigme, c'est pas dans mon histoire, donc je ne vais pas faire ça, effectivement, ça n'a pas de sens de faire ça. Je vais plutôt faire quelque chose qui correspond à ce que je vis en ce moment. Et je me pose ces questions-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Ok. Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et quand je me pose ces questions-là, je suis souvent assise dans mon atelier en train de travailler des cheveux. Et ça vient comme ça. Et ça vient comme ça. Honnêtement, la forme de cette structure, je pars toujours sur une base de cercle. J'aime bien travailler les cercles. Ok. J'aime beaucoup ça. J'avais fait un cercle et j'avais une ancienne coiffure que j'avais faite avec un espèce de... Alors je pourrais pas... je ne connais pas la forme géométrique, mais en tout cas, c'est la forme d'un œil en fait. D'accord. J'avais fait une coiffure avec plein de petites structures comme ça. C'était à l'époque où j'étais au Gabon, pour un défilé au Gabon. Et j'avais défait cette coiffure-là et j'avais laissé la forme, plus toutes ces formes-là par terre. Ok. Et quand j'ai eu fini de faire mon cercle, j'ai posé le cercle sur une des formes. Ok. Et quand j'ai posé, j'ai regardé par terre et j'ai fait ok. Là, j'ai su. Okay. Là, j'ai su que c'est cette forme-là que j'allais faire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler la structure. Alors, Ismaëlie, voilà, c'est ma muse. Ne vous fâchez pas, je sais que souvent, on me dit oui, mais c'est toujours elle, il faut changer. Machin. Quand je l'ai rencontrée, cette fille, la petite aparté, sa beauté m'a choquée. Elle était subjuguée. Quoi. Ouais, parce que je me suis dit, mais qui est cette fille? Surtout que à l'époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, les femmes noires n'étaient pas mises en avant, en termes de beauté en tout cas. C'est pas elles qu'on choisissait à l'époque. Ouais, tout à fait. Quand je l'ai vue, moi j'ai toujours été subjuguée par la peau noire. Je trouve que les gens qui ont la peau très foncée sont des gens divins, merveilleux, trop beaux. Mon mari est très foncé de peau. En tout cas, il doit fermer. Et quand j'ai vu Ismaëlie, je me suis dit, mais waouh, est-ce que cette femme-là sait à quel point elle est belle? Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je lui ai dit la première fois. Et depuis, on a travaillé sur un premier projet. Et tous les projets que j'imagine, c'est elle que je vois dans ma tête. D'accord, ok. Elle m'inspire beaucoup de choses. Donc, d'où la raison du fait qu'elle fasse partie de pratiquement tous mes projets artistiques parce que, ben voilà, je trouve que c'est une femme... Pour moi, je lui dis souvent, pour moi, tu es la plus belle. Et c'est vrai, ce que je dis, je le pense. Je trouve que c'est une femme très belle et que c'est l'une des plus belles que je n'ai jamais rencontrées. Et je continuerai à travailler avec elle, voilà. Et quand j'ai pensé ce projet-là, je me suis dit waouh, et que on a travaillé ça avec Ismaëlie, j'étais loin d'imaginer ce que ça allait rendre. Même le rendu. Des fois, je regarde encore les photos aujourd'hui, je me dis waouh, parce que j'ai pas tout publié. Je garde pour moi aussi de temps en temps, bien j'attends des occasions, on verra. Ouais. Et quand je regarde les photos, je me dis waouh, ouais, quand même, on a fait quelque chose. Et ce projet me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'un de mes plus beaux projets artistiques à ce jour. J'en ai fait beaucoup, mais celui-ci me touche particulièrement. Et la créativité vient de cette inspiration-là. De ce point de départ-là. De ce point de départ-là, de la personne avec qui j'imagine le projet, qui vient nourrir aussi parce que bien sûr. Il y a ce que je crée, la structure capillaire, mais quand je la pose sur la tête d'Ismaëlie, il y a d'autres choses qui se passent. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a le fait que je travaille aussi avec Jadis, qui est ma maquilleuse, qui m'inspire énormément de choses. Alors elle, c'est pareil. Quand on a commencé à travailler, c'est l'une des personnes avec qui, en termes de créativité, ça a été très rapidement fluide. Je ne dis pas Jadis ce dont j'ai besoin. Je ne lui parle pas. Il y a une connexion qui est une telle connexion que... évidente sur les make-up. Peut-être que sur des gros projets, on va se donner 2-3 références, on va faire 2-3 débriefings, mais ça ne dure jamais 5 minutes, quoi. Enfin, non mais...
Et c'est sur le moment, et même avec les personnes avec qui on va travailler, les partenaires, les photographes, etc. Il y a une émulsion au niveau de l'énergie qui se crée, mais la base du projet, la direction du projet, parce que pour le coup, je suis devenue directrice artistique parce que je sais très bien ce que je veux, et quand je regarde mon travail, il faut que ce soit à la mesure de ce que j'ai imaginé dans ma tête. Parce que la créativité, c'est d'abord dans sa tête. Je dors la nuit, le truc est dans ma tête. Et quand on réalise le projet, il faut que j'ai la manifestation de ce que je voulais voir créer. Et ça va jusque-là. Donc c'est en ce sens-là que tu es directrice artistique, en effet, que je suis devenue malgré moi, oui. Ce qui fait que tu donnes la vision de ce que tu as dans ta tête. Sur mes projets, à ce jour, oui. Tout à fait. Et sur d'autres, d'ailleurs, sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'évoluer. Non, mais tu es Wonder Woman, parce que tu cumules un nombre de casquettes, là, on n'a pas compté, hein, mais on n'est pas là pour... te mettre non plus dans une case, parce que quand on est artiste, tout au long de sa carrière, on touche à tellement de choses et on a l'occasion d'approfondir tellement de choses qu'à un moment on peut pas se dire ah oui mais je suis célèbre. Bref. Ouais, mais moi je me suis pas à ce jour, hein, je ne me formalise pas. Honnêtement, je prends tout ce qui arrive, j'essaie d'évoluer avec ça, je me découvre en fait, moi je suis encore au stade où je me dis que j'ai encore tellement de choses à apprendre et il y a tellement de choses que j'ai envie de voir se réaliser encore. Si au fond de moi je sens qu'il y a une compétence qui se développe à l'instant T et qui fonctionne en plus et qui me permet d'arriver là où je veux aller, on doit aller. Franchement, je fais les choses sans me formaliser, sans me poser de questions, et surtout pas m'enfermer dans une case. C'est la dernière chose à faire. C'est ça, c'est clair. Mais comment tu arrives à mener tout ça de front, tu vois, à te dire... Je me pose pas la question. En fait, je veux faire beaucoup de choses. J'espère faire beaucoup de choses. Espérer, c'est bien. Faire, c'est mieux. Donc, je me pose pas la question de savoir. Quand j'ai un projet qui me vient en tête, il faut le faire. Le processus de création, c'est l'aboutissement, c'est de voir le projet. Ah, on est d'accord. Et je ne sais pas comment fonctionnent les autres artistes, mais quand on a un truc en tête et qu'on veut le voir, il faut qu'il sorte de ta tête. Et je me dis que ça va impacter d'une manière ou d'une autre les gens. Et pour moi, ce qui est important, et là où je mets un point d'honneur, c'est que les projets que je réalise résonnent avec la personne que je suis et surtout les valeurs auxquelles je crois. Pour moi, c'est important. Mon positionnement a évolué avec le temps. Bien sûr. Et il faut qu'il reste en fait sur la base de qui je suis et de ce qui m'anime. Puis c'est comme ça que tu as construit aussi ta notoriété, hein, dans le... On va dire, on parle de niche le plus souvent, comme si on était des chiens. Mais en tout cas, sur le cheveu afro, clairement, enfin, moi, quand j'ai cherché une coiffeuse afro, en tout cas qui coiffe les cheveux afro, et qui n'allait pas faire n'importe quoi dans ma tête pour mon mariage, on va pas se mentir, j'ai trouvé 3 personnes. Au final, tu te sens connecté plus ou moins avec chacune d'entre elles, parce que, comme tu l'as dit, chacune a son positionnement. Moi, quand je t'ai vu, cheveux rasés, cheveux rouges, je dis mais c'est elle. Je dis mais c'est elle. Et je te connaissais pas. Je me suis dit bon allez, je tente, je l'appelle. Oui bonjour, vous êtes dispo, machin. Là il y a eu un alignement des planètes. Parce que mais incroyable. Sachez que Didi a quand même un calendrier un peu chargé, hein. Et moi j'arrive, voilà, on va dire quoi, 3 semaines avant le mariage. Non il faut pas dire. Non mais c'est vrai. Mais c'était très exceptionnel, clairement. C'est vrai. Parce que ce n'est plus jamais arrivé. Donc quand je dis qu'il y a eu un alignement des planètes, c'est que c'est toi qui devais toucher à ces nouveaux cheveux que je venais d'acquérir, quoi. Parce que c'était, je les ai coupés en janvier et je me mariais en septembre. Donc je peux te dire que moi qui suis très exigeante, je n'allais pas confier ma tête à n'importe qui. N'importe qui n'allait pas faire ses affaires. Et du coup, cette notoriété, justement, que tu as construite avec le temps, où tu te vois la mener, tu vois. Où tu te vois. Alors, quelle est cette vision qu'il y a justement dans ta tête pour toi? Alors, c'est très particulier, parce que quand tu me parles de notoriété, j'ai envie de te dire, mais de quoi tu parles, Élodie? Alors, je répète, hein, quand j'ai cherché une coiffeuse afro pour ne pas décacher mes cheveux... On va pas faire de langue de bois, mais pour être très honnête, je suis pas sur ça.
en fait. Je me rends pas compte. Ok. Parce que je suis occupée, en fait. Bien sûr. Je suis occupée à justement me réaliser. Ce qui est important pour moi, si tu me poses la question où est-ce que tu te vois dans je sais pas combien de temps, je me vois aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, j'ai un stress et une petite angoisse, c'est rester sur mes acquis et avoir le sentiment de ne pas progresser. D'accord? Je parle bien de progrès, je parle pas d'évolution parce que pour moi, l'évolution, c'est une chose... Alors, la langue française nous limite un petit peu dans notre compréhension parce que, bon, voilà. Pour moi, l'évolution, c'est passer des paliers et monter... Ça m'intéresse pas. Je préfère avancer plutôt que de monter des échelons. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un objectif, c'est essayer de faire en sorte que ce que je considère comme étant le meilleur de moi-même aujourd'hui progresse. Ok. Tu vois, je veux pouvoir exploiter tout mon champ de compétences et me retourner peut-être dans 10 ans, là aujourd'hui, quand j'aurai 50 ans. Oui, parce que j'ai un âge déjà très avancé. Quand je vais me retourner, pour moi le but c'est de me retourner, de me fixer des objectifs et une fois que j'ai atteint cet objectif, me retourner et de me dire ah ouais, j'ai fait ça, waouh, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut faire plus, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça prenne plus de place, tu vois. Pour moi, j'aime pas cette notion limitante et un peu stressante de l'évolution, de grandir, de la meilleure, voilà, d'émancipation. Alors c'est une très bonne chose, je ne dis pas le contraire, mais cette espèce de notion de la meilleure version de soi-même, j'ai le sentiment d'être une bonne version de moi-même déjà. Et même quand j'étais pas au stade où j'en suis aujourd'hui, j'étais une version de moi-même qui était bonne version de moi-même. Est-ce que je peux faire en sorte d'aller plus loin dans cette version de moi-même là? Oui. En gros, je ne vais pas me répéter, mais le but c'est d'aller plus loin, pas forcément d'aller plus haut, d'aller plus loin. Je respecte les gens qui ont envie d'aller plus haut, mais en fait on dit la même chose en vrai, sauf que pour moi cette notion d'évolution et de passage de palier, d'aller haut, ça me stresse. Parce que j'ai l'impression parfois de me dire, mais tu es encore... tu vas pas assez vite, ou bien tu montes pas assez haut, ou bien tu vois, je préfère aller tout droit. Aller loin par contre. Ça pour moi, aller loin c'est important. Tu vois. Donc quand tu me poses la question de savoir comment je vois ma notoriété aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'aller loin. Ok. J'ai envie d'aller loin, je ne me pose pas la question de savoir en termes de notoriété ce que ça représente, parce que j'ai pas envie de me stresser pour rien. Tout simplement, j'ai pas envie de... Cette notion de notoriété là ne m'intéresse pas. Quand je rencontre les gens, j'ai envie que ce soit des gens que je rencontre qui me viennent m'apporter une énergie, que je leur en apporte une autre aussi, et qu'on soit dans le partage. La notoriété, après si ça impacte, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas faire de langue de bois. Mon but c'est que ce que je fais aussi impacte les gens que je veux voir impacter. Donc, je voudrais, en allant loin, impacter les gens. Et positivement pour le coup. De manière positive et surtout marquer mon temps. À l'instar de mes anciens, à l'instar de mes ancêtres et des leaders qui ont été avant moi, j'ai envie de faire partie de ceux et celles pour ma communauté où j'aurai apporté quelque chose de positif et quelque chose d'utile. Tout en restant toi. Tout en restant celle que je suis. Dans ce sens-là, je veux aller loin, très loin. Le plus loin possible. Le plus loin où mes ancêtres, eux, n'ont pas été. Parce que c'est ce que je veux faire, c'est-à-dire prendre ce qu'ils m'ont donné, m'en servir comme un vecteur et faire aller encore plus loin ce qu'ils ont commencé, l'œuvre qu'ils ont commencé. Là où je te rejoins, c'est que la notoriété telle qu'on l'entend, telle qu'on la voit, c'est forcément quelqu'un qui monte des marches en fait. Mais oui. Et on te montre pas, comme tu l'as dit, le chemin vers lequel les personnes souhaitent aller. Et ce chemin en fait, il n'a pas forcément aller d'un point A à un point B, c'est vraiment ça pour le coup. Tu bifurques souvent et tu arrives en fait à une destination et cette destination elle est propre à chacun. Exact. Alors qu'en général, comme tu l'as dit, on te montre toujours la notoriété comme un point à atteindre au bout d'un sommet, au bout d'un escalier. On est fatigué. Alors, on est fatigué de marcher sans ascenseur. C'est très compliqué. Donc moi j'aime beaucoup la façon dont tu vois ton cheminement. Ça me rassure beaucoup de le voir comme ça. J'ai cet état d'esprit là et je l'exprime comme ça parce que ça me fait du bien surtout. Penser à l'évolution, monter les marches là, je suis fatiguée. Je comprends. Et du coup, dans tout ce cheminement là, comment tu arrives, tu vois, à maintenir ton flow artistique, ton flow créatif? Parce qu'on va pas se mentir, quand on est auto-entrepreneur, il y a des exigences liées à l'entrepreneuriat. On met en contact des personnes là qu'on fait, ce qu'on fait. Donc il y a aussi le regard de l'autre. Comment tu arrives à maintenir ce feu
ce feu artistique, ce flow artistique malgré, avec tout ça. Je dis pas malgré, mais avec tout ça. Des fois c'est malgré. On va pas se mentir, des fois c'est malgré. Et bien tout simplement en restant fidèle à qui je suis et en restant fidèle à mes valeurs. Pour moi c'est important le positionnement, le paradigme dans lequel j'évolue, d'accord? C'est ce qui fait ma force, c'est ce qui me remplit, ma spiritualité, c'est ça l'essence. Je vais pas faire comme s'il y avait que ça. S'entourer. Alors s'il y a une chose que j'ai appris surtout ces derniers mois là. S'entourer des bonnes personnes. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais non, mais tu as un métier d'avenir, pourquoi tu vas lâcher ton métier? Oui, parce que j'avais un métier, je ne l'ai plus. Bon. Je crois que c'est la première fois que j'en parle. Je crois. Non, j'avais une activité salariale. J'ai démissionné de cette activité salariale pour être à temps plein sur la coiffure. Et on te félicite pour ça. Merci beaucoup. Depuis que je l'ai fait, je me pose souvent la question, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est pas comme si j'y avais pas pensé, mais ouais, il y avait encore un peu d'appréhension, encore un peu de peur. Et depuis que j'ai fait ce pas-là, s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas aller plus loin si il n'y a pas des personnes qui marchent avec nous. Pour justement respecter ma créativité, faire en sorte qu'elle soit toujours vive, il y a certaines choses que je n'ai plus envie de faire et que je ne pourrais pas d'ailleurs faire. Et ça passe par m'entourer des personnes dont j'ai besoin, qui doivent faire ces choses-là pour que moi je puisse continuer à faire vivre ma créativité. Et quand je parle de créativité, je parle pas forcément d'art. Hein. Je parle de le sens que je veux donner à mon business. Tout à fait. Et la façon dont j'ai envie que les choses se fassent. Donc au début, je pensais que je pouvais tout faire. Hein. Je pensais que je serais capable de pouvoir me dire, et puis en plus, en me disant oui, et puis tu vas voir, quand tu vas te retourner, tu vas te dire c'est toi qui as tout fait. Mais c'est éreintant. On peut pas tout faire. Ça, c'est pas possible. Je l'ai appris avec le temps, avec l'expérience. Donc je m'entoure aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir des gens que j'ai rencontrés récemment, dont toi. Et je sais que les personnes que j'ai mis à mes côtés vont me permettre d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, ou peut-être pas d'ailleurs, et faire en sorte surtout que quand je rentre à la maison, ce process de création reste vif. Tout à fait. Parce que à être occupé à faire tout, des fois ça peut s'éteindre. Je l'ai déjà vécu, ça s'est éteint à un moment donné où je me suis dit je suis trop fatiguée, je peux pas. Et il faut que ça s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi d'arrêter cette activité salariale, parce qu'elle ne nourrissait plus ma créativité. J'étais occupée à faire des choses qui n'étaient pas dans mon intérêt. Et c'était plus possible en fait. Puis qui n'étaient pas dans ta zone de génie, on va dire. Non, tu vois. Ah, mais tu l'as très clairement exprimé, c'est vraiment ça. Et ça me rendait triste. Et je ne me retrouvais plus. Et là j'ai pris des décisions. Je me suis dit non, tu peux pas continuer comme ça. C'est pas ce que tu veux pour ta vie. Et tu as un certain âge. C'est-à-dire que c'est pas quand cet âge-là sera un petit peu plus avancé que tu vas commencer à faire les choses. Donc, j'ai pris la décision de m'entourer des bonnes personnes, d'arrêter ce qui ne nourrissait plus justement ce feu-là. Et c'est vrai que au quotidien, quand on a une vie de salarié, une vie de famille, une vie... la vie quoi, tout simplement, et qu'en plus on est artiste, on a envie justement de produire justement ces œuvres qui sortent de notre tête, le plus souvent qui sont avant-gardistes, hein, les artistes clairement. Si certains ne le savaient pas, ce que vous avez dans la tête, personne n'y pense, clairement. Personne n'y pense. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Absolument personne n'y pense. De la même façon que tu nous disais que quand tu t'es lancé, les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça c'est l'histoire de ta vie en fait en tant qu'artiste. Tu vas toujours proposer des choses qui vont être en mode, soit les gens vont être subjugués et du coup tu auras des retours bienveillants, positifs et encourageants, et de l'autre côté tu auras le côté clivant où ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Mais elle nous met des gens, on n'a jamais vu des têtes comme ça, elle nous parle de ça, amuse, mais ces gens là on les voit pas au quotidien. Et l'un dans l'autre de toute façon. C'est aussi ça pour moi l'essence même d'être artiste, c'est qu'il faut qu'il y ait ces deux pôles en fait. Ce pôle encourageant, ce pôle moins réceptif, et que l'un nourrisse l'autre en fait. Parce que pour le coup, le questionnement du moins réceptif va parler à l'encourageant qui va dire ah ouais mais s'il est moins réceptif, il y a peut-être quelque chose à ajuster, tu vois. Et l'encourageant il va
il va plutôt le moins réceptif, voyant qu'il y a une espèce d'émulation, les gens sont contents, les gens sont heureux, se dit ouais bon, je vais peut-être pas rester dans mon coin, tu vois, à me dire ah je comprends pas, ah ça me ressemble pas, ah si, ah ça, tu vois. Et c'est hyper important que tu continues à nourrir hein, justement ce feu sacré. Et encore une fois, félicitations d'avoir pris cette grande décision pour ta vie. Merci. Parce que ton quotidien a déjà changé, mais va encore plus changer. Ça, c'est clair. Justement, je voulais te poser une question par rapport à ton quotidien. Est-ce que tu as, en dehors de ta créativité, des domaines, des artistes ou pas forcément des personnes, hein, mais des choses qui t'inspirent au quotidien et qui te permettent de maintenir ce flow, ce feu sacré qui est en toi? Waouh, c'est une belle question. Les gens ne savent même pas. Ah, vous allez entendre votre nom. Soyez prêts. Ouais, il y a plein de gens qui m'inspirent. Ma maman m'inspire beaucoup. Honnêtement, pour moi, cette dame-là, c'est fort, hein, ce que je veux dire. Hein. Mais c'est la personnification de l'amour. Je connais personne qui aime comme ma maman. Et pour moi, c'est un exemple, parce que je suis très loin d'être comme elle. Très loin. Et pourtant, je lui ressemble tellement. Ma maman, si tu regardes ma maman, tu me regardes, c'est copier-coller. Copier-coller. Et je lui ressemble tellement. Cet amour-là, c'est la personne quand je suis dépassée, quand je comprends rien, quand c'est la personne que j'appelle. Parce que même si elle ne comprend rien, elle est dépassée aussi, elle saura toujours faire en sorte de me rassurer. Ou de me dire, même si c'est maladroit parfois, c'est maman, mais c'est ma maman. Et elle remplit, elle sait pas, donc c'est pour ça que je dis ça, elle remplit beaucoup, beaucoup, beaucoup la machine. Il y a des artistes aussi que j'admire. Elle sait par contre. Sephora Johannes, c'est sans le savoir un de mes mentors. Parce qu'en plus elle m'a initiée à l'art capillaire. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est elle qui m'a montré la première fois comment tu mets le cheveu sur une structure pour que ça donne une forme. C'est elle la première qui m'a dit que j'étais capable de pouvoir faire ça. Déjà quand j'ai découvert son travail, j'ai fait quel est l'ancêtre revenu de ce temps qui fait ça? J'étais choquée de voir la grandeur de son talent. Et quand je l'ai rencontrée, c'était très marrant parce que c'est une femme, elle déjà je la trouve magnifique, mais je sais pas comment exprimer ça. Je pense que quand je l'ai rencontrée, je me suis dit mais est-ce qu'elle sait le talent qu'elle a? Est-ce qu'elle se rend compte? Et c'est quelqu'un de très humble, mais elle est d'une puissance cette fille-là. Et quand je parle d'elle, à chaque fois j'ai des frissons. Quand je pense à son travail, à chaque fois j'ai des frissons parce que je me dis qu'elle a entre les mains quelque chose de vraiment très particulier. Elle a un don, elle a un talent incroyable. Et peu de personnes comprennent la vision de Sephora Johannes. Peu de personnes savent de quoi elle s'inspire aussi. C'est une des personnes, c'est la seule personne. C'est la seule personne où je vais parler de mon art avec elle, où il y aura un écho. Où elle va me parler, où j'aurai l'impression qu'il y aura un écho et je vais comprendre ce qu'elle dit. D'accord? Je peux rester des heures à parler avec Sephora. On a vécu aussi ensemble pendant un moment. Elle a vécu chez moi. Et à ce moment-là, il s'est passé tellement de choses, et pour elle et pour moi. Et je lui serai toujours extrêmement reconnaissante de tout ce qu'elle a pu me montrer, des petites choses qu'elle a pu me montrer qui ont ouvert des grandes portes. J'admire cette fille pour qui elle est, parce qu'elle a un cœur énorme et elle a un talent. Pour moi, c'est la meilleure. Honnêtement, je ne vais pas mentir. C'est la meilleure de tout ce que j'ai jamais vu en termes de qualité, de structure, de style, de technicité. De technicité, et même au-delà de ça, la source de sa créativité. Moi, à chaque fois, je suis choquée. Tout ce qu'elle crée, et puis, il faut voir comment Sephora travaille. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai eu l'occasion de la voir travailler. On aurait dit que c'est quelque chose de complètement inné, complètement naturel. Et elle vous fait des structures capillaires. Quand vous avez fini de voir la structure, vous dites... Alors j'admire cette fille-là, vraiment, parce que moi, elle me gifle. Hein. J'aimerais arriver à son niveau un jour. J'espère arriver aussi loin qu'elle, vraiment dans mon cheminement. Et je sais que je ne ferai pas ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle a lui appartient et ce que j'ai m'appartient. Mais en tout cas, elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup en tant que personne, et elle m'inspire beaucoup en tant qu'artiste. Elle, le parcours de Felicia Leatherwood aussi. Oh, non mais... Respect, j'avoue. Honnêtement,
J'ai la chance que ce soit un de mes mentors aussi, puisque je l'ai rencontré au tout début de ma carrière. Et c'est elle qui m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Il y a des choses à faire, qu'est-ce qui t'en empêche? On m'avait jamais dit ça à l'époque. On m'a dit, mais tu es capable, tu sais quoi faire, tu peux faire, mais vas-y. Personne ne m'avait jamais encouragée à me réaliser. Quand j'ai dit que je voulais être coiffeuse à l'époque, en sortant de mon de mon brevet des collèges, parce que c'est dès le brevet des collèges que je voulais devenir coiffeuse. Non, mais vraiment, on m'a dit, non, c'est pas un métier. C'est pas un métier, il faut faire un métier de bureau, un métier d'avenir où tu auras une sécurité de l'emploi. On m'a pas dit, si tu peux y aller, mais fais tes affaires. On m'a pas dit ça. Et c'est depuis qu'elle me l'a dit que je me suis dit, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va par où? On commence par quoi? Et son parcours pour moi est juste impressionnant et dingue. Quand j'ai découvert qui elle était, je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui fait ça en vrai en fait, qui s'occupe des cheveux naturels afro, qui a une vraie expertise. Et ça parce que ça n'existait pas en France. C'est vrai. Son métier à l'époque n'existait pas en France, n'existe pas d'ailleurs du tout encore, je crois. Et quand je l'ai rencontré, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, je veux être vous. Je voudrais faire ce que vous avez fait, comment vous avez fait. Et j'ai eu la chance de participer. C'était la première fois où je participais à la Natural Hair Academy. Ok. Je l'ai rencontrée ce jour-là. Je ne m'attendais pas du tout à la rencontrer puisque je venais au cocktail d'annonce du programme. C'est là où il y avait toutes les influenceuses, France, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller. Je m'attendais à voir du beau monde, mais je ne m'attendais pas du tout à la rencontrer en fait. Et quand je l'ai vue, alors ma bouche, j'étais très impressionnée. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais en fait, je rêve de faire ce que vous faites dans la vie. Et pour moi, c'était utopique à l'époque. Je me suis dit, je vais faire ça quand je serai à la retraite. J'avais pas du tout dans ma tête le déclic de me dire je peux faire ça là maintenant. Et c'est elle qui m'a dit mais tu vas le faire quand? Vas-y maintenant. Et c'est à partir d'elle, elle m'a ouvert une porte aussi incroyable parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Los Angeles, de passer du temps à ses côtés. Elle m'a montré énormément de choses. Elle m'a accueilli sur son workshop à la Natural Hair Academy en 2014. Elle m'a présenté comme étant, alors tout le monde pensait que j'étais son assistante à l'époque. Alors j'ai dit non bonjour, je m'appelle Didi. En fait je veux devenir coiffeuse. Alors tout le monde s'est mis à applaudir. J'avais encore rien commencé à l'époque. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Et j'admire son parcours. Je trouve que ce qu'elle fait est juste impressionnant. C'est une coiffeuse qui a réussi dans des séries télé, dans des films, à imposer le cheveu naturel en montrant toute la capacité, ce qu'on pouvait faire en fait. Faire des actrices comme Issa Rae dans sa série Insecure, porter des coiffures naturelles avec ses propres cheveux, etc. Et faire en sorte que la fille reste canonissime, qu'elle ait des styles mais juste incroyables. Mais regardez tous les tapis rouges sur lesquels Issa est, c'est dingue. C'est clair. Et c'est la créativité de Felicia Leatherwood qui fait ça. Je me dis, quand on croit à ce qu'on fait, quand on a envie de montrer ce qu'on est capable de faire, ça va jusque là. Et je m'inspire beaucoup d'elle et de son parcours parce que je trouve que ce qu'elle fait est juste incroyable. Et la dernière personne, enfin il y en a d'autres, hein. On a plein, mais en tout cas ces 4 personnes-là, c'est mon mari. J'admire cet homme. Le positionnement qu'il a, l'intelligence qu'il a. Je connais pas beaucoup de personnes aussi intelligentes que lui. Et il m'impressionne beaucoup. Il m'a beaucoup appris sur la personne que j'étais. Parce que quand je l'ai rencontré, j'ai spécifiquement demandé à un homme qui me fasse grandir et qui m'apprenne beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Et moi, jusqu'à maintenant, j'admire ce qu'il fait. J'admire de quoi il est capable. Et ça m'inspire, ça. Ça me donne envie... de continuer à aller plus loin. Ouais, ça me donne envie d'être plus grande que lui, en fait, pour faire en sorte qu'il continue à faire ce qu'il a à faire, parce que c'est ma responsabilité. Oh là là. Je ne sais plus quoi dire. Coupé. Non, je rigole. Non, mais merci Didi de t'être livrée de cette façon, d'avoir expliqué ton parcours, ton cheminement. Et je trouve qu'on finit en beauté avec des mentors vraiment forts, des mentors plus personnels et puis d'autres tout aussi exceptionnels. C'est vraiment bien. Et du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont artistes et qui du coup étaient justement dans cette peur, cette crainte de se dire et de pouvoir aller vers un métier justement auquel ils aspirent, quel conseil tu donnerais justement à ces personnes-là pour qu'elles sautent le pas et qu'elles se donnent l'opportunité, on va dire, de réaliser cette envie, ce rêve-là? De croire en soi. Alors, je m'explique, c'est pas facile. De croire en soi. Forcez-vous, d'accord? Sortez des schémas conventionnels qu'on vous a appris ou qu'on ne vous a pas appris d'ailleurs et apprenez, parce que ça s'apprend à avoir confiance en soi. Moi, pour avoir confiance en moi, j'ai fait énormément de choses. J'ai dû me répéter énormément de choses pour me dire, vas-y, aie la prétention, va, parce que c'est toi.
ce sera différent. Même si quelqu'un fait la même chose que toi demain, c'est pas grave. Va avec les armes que tu as aujourd'hui. Va avec la personne que tu es aujourd'hui. Va avec qui tu es et fais. Fais. Passez à l'action. Passez à l'action. Une fois qu'on croit en soi, on passe à l'action. Même si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous avez espéré, ce sera quelque chose qui va vous apprendre quelque chose sur vous-même et qui va vous permettre de grandir. Donc moi, je me suis fait violence pour apprendre à croire en moi-même. Je me suis répété le matin en me levant plusieurs fois. Jusqu'à maintenant, il y a certaines choses avec lesquelles je lutte parce que je ne suis pas arrivée, hein, honnêtement. Il y a plein de choses qui sont pas faciles pour moi aujourd'hui. Et je me lève le matin en disant les choses à haute voix. Parce que le fait de manifester les choses à haute voix et de le dire, ça devient quelque chose de concret. L'énergie ne va pas s'installer à l'intérieur de vous. Les changements ne vont pas s'opérer si vous ne posez pas des actes. Okay. Il faut poser des actes. Poser des actes, c'est agir, c'est aussi parler. Parce que ça devient concret. Ça devient quelque chose de palpable en fait. Donc, forcez-vous. Même si vous n'y arrivez pas, restez pas là sur vous-même en train de vous dire « mais j'arrive pas, mais je sais pas comment... » Passez à l'action. Forcez-vous si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Parce qu'en fait, en gros, si vous ne faites pas ça, si vous ne forcez pas, c'est que vous n'avez pas envie. Ouais. Vous n'avez pas envie. Donc, croire en soi, poser des actes et s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est pas facile, mais l'expérience... Avec le temps et avec l'expérience, les choses on finit par trouver les bonnes personnes. C'est ça. Et puis prenez le temps. Il n'y a pas de course là. Moi, on m'a souvent dit oui, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, au bout d'un moment, j'ai fait bon. Jusqu'à maintenant, hein, souvent je dis que j'ai l'impression d'être en retard, mais c'est pas grave. Je préfère être en retard ou être au bon moment, au bon endroit, en me disant que j'ai le temps de voir ce que je veux voir, se réaliser. Donc prenez votre temps et apprenez à faire les choses dans l'ordre. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a un ordre. C'est la base de qui nous sommes dans la communauté. Ouais, c'est clair. L'ordre et l'équilibre, la maths. Va chercher. Google. Voilà. Prenez le temps de faire les choses dans l'ordre, dans l'équilibre et soyez alignés avec ce que vous voulez faire. C'est pas parce qu'un tel vous a dit qu'il faut faire comme ça. Si ça ne vous dit rien ce que la personne vous dit de faire, ne faites pas ça. Ne cherchez pas à faire ce que les autres font non plus. C'est clair. Restez alignés avec la personne que vous êtes. Soyez fidèles à vos valeurs. Roulez. Ah, magnifique. Merci encore Didi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton actualité en ce moment? On va pas tout dire, hein, parce qu'il faut quand même vous éblouir. Mais dis-nous comment on peut te suivre, comment on peut suivre ton travail, comment certaines sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent peuvent faire appel à toi. Alors, comment on peut te contacter? Pour l'instant, c'est encore sur ma hotline, à mon numéro. Je vous donnerai les coordonnées. Et on mettra tout ça. Tout ça. Mais je suis en train de terminer mon site internet pour 2023. J'envisage, je le dis, de faire une tournée dans toute la France, de partir dans certaines villes de France, mais surtout dans la Caraïbe, pouvoir faire des ateliers et aller à la rencontre de celles qui veulent savoir comment s'occuper de leurs cheveux. C'est un gros projet, mais je crois que ça va pouvoir se faire avec les personnes qui sont autour de moi. Donc j'ai ça à cœur, des conférences. Il y a 2 gros sujets que je veux aborder et il est temps qu'on parle. Je n'en dis pas plus. Suspense. Et un autre projet, mais j'attends de pouvoir en parler. Un autre gros projet. Enfin bref, j'ai plein de gros projets. Et puis bien évidemment, quand la créativité, l'inspiration passe par là, on va faire ce qu'il faut en matière d'art parce que ça, par contre, ça n'attend pas. C'est clair. Ça n'attend pas. Encore une fois, un grand merci pour cet échange. Merci à toi. J'espère que vous avez adoré tout ce qu'on a dit. C'était hyper riche. Merci pour ta disponibilité, pour tout ce que tu as dit. Franchement, j'en suis certaine. Il y aura un écho auprès de femmes, de sœurs qui vont tout de suite comprendre où tu veux en venir, où tu souhaites aller, ou par quoi tu es passé. Et ça va vraiment les aider. Vraiment rester connectés pour voir ce que Didi va proposer. Elle vous a donné un petit aperçu de ses grands projets. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon, je vais arrêter de lui dire merci, elle aime pas ça. Mais j'ai pas dit que j'aime pas ça. Ah d'accord. Donc du coup, encore une fois, merci à mon invité d'être venu. Merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Bye bye.